agahaze abarundi barayamaze batigara mu ruganda ntibacura. Kuva Burundi bwikukira intwaro zagiye zirakurakuranwa, ariko indyane muri politike, ibibazo by'ubutunzi n'iterambere, intwaro ibereye, ubutungane n'umutekano bisa n'ivyabaye akayobera abahinga. Hazi iki kugira ivyo bibazo bivuga uti umutinya kure? Agahaze n'akagishiramwe ifokodera izoza riraha abarundi kugira bashikize ibyo bagona, berekana aho babona agahaze kugira ubundi bwogorore. Agahaze nuhemukire sokuruza bati cyumugiwe muri fokode ahari boneza z'Uburundi, ahari boneza z'Uburundi. Bienvenue à tous nos auditeurs dans le magazine Agahaze. Nous sommes avec Karina Tertsekian, une experte renommée dans le domaine des droits de l'homme, et puis spécifiquement sur la région des Grands Lacs et en particulier sur le Burundi. Elle a été responsable du programme Burundi à Human Rights Watch et a été cadre au sein de la Commission internationale d'enquête sur le Burundi. Madame Karina Tertsekian est aussi une cofondatrice de l'initiative des droits humains sur le Burundi. Nous l'avons invitée aujourd'hui dans le magazine Agahaze pour nous partager son expertise et nous éclairer sur les défis et les enjeux auxquels font face les droits de l'homme au Burundi. Madame Karina Tertsekian, bonjour. Bonjour et bonjour à vos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Madame Karina, vous êtes experte. Comment évaluez-vous la situation actuelle des libertés civiles et politiques au Burundi? Bon, malheureusement, la situation par rapport aux droits civils et politiques au Burundi a très peu évolué depuis plusieurs années. Je ne sais pas sur quelle période vous voulez qu'on discute, mais je pense qu'il y a eu plusieurs points tournants ou qui auraient pu être des tournants, disons. Il y a eu notamment en 2020 donc l'élection d'un nouveau président, Evariste Ndayishimiye. Et à cette époque, je pense que beaucoup de Burundais, ainsi que des observateurs internationaux, avaient l'espoir que les choses pouvaient changer positivement après la crise que les droits humains ont connue en 2015. Mais malheureusement, ces espoirs ont été déçus. Nous sommes maintenant début 2024, donc presque 4 ans depuis le début de la présidence d'Evariste Ndayishimiye. Et le respect des droits civils et politiques est toujours un domaine très préoccupant, notamment le refus des autorités de tolérer des voix discordantes, de tolérer des critiques pacifiques, de tolérer des opposants, même des opposants politiques, même des membres de partis agréés, et de même pour les défenseurs des droits humains, les journalistes indépendants. Donc tous ces groupes continuent d'être visés par une répression politique qui sincèrement n'a guère changé depuis 2015. Pourquoi, selon vous, la situation reste ainsi, ne change pas? Vous savez, je pense que c'est une situation assez classique que l'on trouve dans beaucoup de pays où il existe des gouvernements, comment dire, ou des partis au pouvoir qui s'accrochent au pouvoir, qui ont peur de perdre le pouvoir et par conséquent qui ciblent, qui menacent toute personne qui, à leurs yeux, serait susceptible de présenter des défis, des menaces éventuelles ou encore pire, de les renverser lors d'élections prochaines. Donc c'est un schéma assez classique de répression politique où on retrouve justement les détracteurs qui sont arrêtés, qui sont emprisonnés, qui sont poursuivis, qui sont parfois même torturés, disparus ou tués. Précisément sur le cas du Burundi,
c'est la même chose ou nous avons une particularité? Alors, je pense que chaque pays a ses particularités, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas globaliser. Chaque pays est différent. Donc, puisque nous parlons aujourd'hui du Burundi, je pense que là aussi, bon, si on prend la période depuis 2020, disons, là, nous avons vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a eu quand même certains espoirs. Et il y a eu aussi quand même, il faut l'avouer, certaines améliorations. Surtout depuis, disons, 2021, 22, 23. Donc, certaines des violations des droits humains les plus graves, comme les exécutions extrajudiciaires, ont diminué quand même sensiblement. Mais d'autres sont restées pratiquement les mêmes. Et là, je parle notamment des arrestations arbitraires, des procès inéquitables qui sont très courants, notamment dans les dossiers à caractère politique, et surtout les restrictions constantes à la liberté d'expression. Ça, on remarque là vraiment une continuité depuis le régime de Pierre Nkurunziza et qui continue actuellement sous le gouvernement actuel. Et justement, à ce propos, Madame Karina, en tant que chercheuse, pouvez-vous nous partager des exemples concrets sur la violation des droits fondamentaux que vous avez observés ou dont vous avez connaissance? Il y a de nombreuses violations, hein, mais peut-être je peux citer deux catégories à titre d'exemple. Hein. Prenons d'abord les restrictions à la liberté d'expression. Il y a un cas actuel qui est peut-être un cas emblématique, c'est le cas de la journaliste Floriane Irangabiye, qui est en train de purger une peine de 10 ans d'emprisonnement simplement pour avoir osé critiquer le gouvernement pendant une émission de radio en ligne. Donc voilà un exemple récent, actuel, mais ce n'est pas le seul, bien sûr. Et avant Floriane, il y a eu plusieurs autres journalistes et défenseurs des droits humains qui ont été arrêtés, emprisonnés. Nous pouvons citer le cas de l'avocat et ancien défenseur maître Tony Germain-Quinin, qui lui aussi a été condamné à 5 ans d'emprisonnement. Finalement, il a été libéré après plus de 2 ans. Avant lui, il y avait 2 autres défenseurs, Nestor Nibitanga, Germain Rukuki, et je peux en citer beaucoup d'autres. Donc, certaines de ces personnes, heureusement, ont été libérées, mais ont quand même passé plusieurs années en prison. Et puis, il y a tous les autres qui sont beaucoup moins connus, notamment des membres du parti d'opposition, le CNL, dont un très grand nombre ont passé par la prison, eux aussi, arrêtés de manière arbitraire et poursuivis dans des procès à caractère politique. Et l'organisation pour laquelle je travaillais jusqu'à la fin de l'année dernière, l'Initiative pour les droits humains Burundi, a recensé de très nombreux cas de membres du CNL arrêtés arbitrairement. Alors, le deuxième thème que je pourrais choisir, c'est la torture, notamment par le Service national de renseignement. Là, les cas récents sont un peu moins fréquents, mais l'IDHP a documenté en détail de nombreux cas jusqu'à 2021-2022 de personnes qui étaient soupçonnées d'être des opposants, et qui ont d'abord été arrêtés de manière arbitraire et ensuite qui ont été détenus au Service national de renseignement, dans certains cas très gravement torturés. Certains, on a complètement perdu de leurs traces, on ne sait pas ce qui leur est arrivé. D'autres ont été transférés en prison, d'autres libérés. Mais ce qui est frappant par rapport à ces cas de torture, c'est que même si leur fréquence a diminué ces derniers temps, il y a une impunité quasi totale par rapport aux auteurs de ces actes de torture. Les agents du SNR, et parfois des agents de rang assez élevé qui avaient participé à ces actes ou les avaient ordonnés, continuent de bénéficier d'une impunité totale.
Et selon vous, qu'est-ce qui expliquerait cet état d'impunité totale? Bon, ça me semble évident que les autorités, même le gouvernement, n'a pas intérêt à ce que ces tortionnaires soient traduits en justice. Pourquoi? Parce que s'ils arrêtent et poursuivent en justice même 2 ou 3 agents du SNR d'un rang un peu supérieur, logiquement, ils seraient après obligés de poursuivre d'autres. Et au sein même du gouvernement, il y a plusieurs personnes qui ont participé à des crimes extrêmement graves, notamment pendant la crise de 2015, et qui n'ont jamais été inquiétés par la justice. Et là, je peux citer à titre d'exemple l'actuel Premier ministre Gervais Dirakobucha, qui était, comme vous le savez, sous sanction de l'Union européenne et des États-Unis pendant un certain temps, et qui a commis de très graves crimes pendant les années antérieures. Il n'est pas le seul, il y en a d'autres, des agents de la police, des officiers de police, des officiers militaires, ils sont nombreux. Donc, évidemment, le gouvernement se protège, les membres du gouvernement se protègent entre eux. Évidemment, ce ne sont pas tous les membres du gouvernement qui ont commis de tels crimes, mais là aussi, pour se protéger et pour s'accrocher au pouvoir, ils se rendent compte, bien sûr, que cette impunité leur est favorable. Sur le chapitre de l'avenir de la démocratie et de l'état de droit, en tant qu'experte également, quel est votre point de vue par rapport à l'évolution de la démocratie au Burundi à partir de 2020? Là aussi, je dois avouer que j'étais parmi ceux qui avaient un certain espoir en 2020. Il y avait un nouveau président qui semblait plus positif, plus ouvert, plus prêt à dialoguer. Bon, on avait envie d'y croire. Malheureusement, les années qui ont suivi ont montré plutôt le contraire. Donc, à l'heure actuelle, je dois avouer que je ne suis pas très optimiste concernant l'avenir proche en termes de progrès vers la démocratie, respect de l'état de droit. Et c'est vraiment regrettable parce que je pense que bon, le Burundi, c'est quand même un pays qui a connu des périodes extrêmement difficiles. Donc là, je remonte aux années 90, donc des années de guerre, de conflits armés, et qui s'en est quand même sorti à un certain moment avec des avancées nettes vers une situation plus ouverte, une situation plus démocratique. Et puis la crise de 2015 est tombée et tout cela a été détruit. Et tous les piliers d'une démocratie réelle ont été détruits, notamment une presse indépendante et une société civile indépendante ouverte. Tout ça, ça existait avant 2015. Maintenant, au Burundi, ça n'existe plus. Donc déjà, ça, c'est un signe alarmant. Deuxièmement, l'attitude des autorités envers les partis politiques d'opposition. Le CNL, c'est l'exemple évident, qui a été obligé l'année dernière de suspendre toutes ses activités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de leurs membres ont été emprisonnés. Et vous n'avez qu'à voir aussi les discours de certaines autorités, notamment le secrétaire général du CNDD-FDD, le parti au pouvoir, qui a prononcé plusieurs fois des discours extrêmement menaçants et agressifs envers le CNL et a même incité les membres du CNDD-FDD à s'attaquer aux opposants politiques. Donc tout cela, vous le comprenez, ça n'inspire pas beaucoup d'optimisme par rapport aux perspectives de démocratie. Justement, quand vous évoquez le cas du SNL, quel point de vue faites-vous sur l'évolution ou l'état des droits humains au Burundi et quelles sont vos préoccupations par rapport à la société? L'état de droit au Burundi, c'est, pour le moment, je dirais que c'est une illusion. Pourquoi? Parce que l'appareil judiciaire, bien sûr, c'est le cœur d'un état de droit. Sans
Sans appareil judiciaire qui fonctionne indépendamment et normalement, il n'y a pas d'état de droit. Et malheureusement, c'est ce que nous avons vu au Burundi. La justice est devenue, depuis longtemps d'ailleurs, ce n'est pas nouveau, la justice est devenue un outil politique, un outil utilisé par le parti au pouvoir pour réprimer ses opposants. C'est très simple. Hein. Et l'IDHP avait d'ailleurs documenté beaucoup de cas de ce genre, et des cas vraiment flagrants, où ce n'est même pas une question d'interprétation, mais où la loi, tout simplement, n'est pas appliquée. Et là, je peux citer des exemples que nous avions documentés récemment, par exemple des prisonniers qui avaient purgé quelques années en prison, qui avaient été jugés, qui avaient été libérés par un tribunal ou acquittés et qui restent en prison. Ça, c'est inconcevable, enfin, dans n'importe quel pays. Et d'ailleurs, la loi burundaise spécifie très clairement qu'une personne acquittée doit être libérée, c'est évident. Bon, de même, pour revenir au thème précédent de l'impunité, quand on voit que des personnes, des autorités ont commis de graves crimes, mais ne sont jamais poursuivies en justice, là aussi, vous voyez qu'il n'y a pas d'état de droit, malheureusement, pour le moment. Vous parlez d'illusion, est-ce qu'il y aurait-il une solution miracle pour mettre fin à la violence et à l'impunité? Solution miracle, je ne sais pas. Hein. Mais tout dépend de la volonté des autorités, hein, en commençant par le président. Alors, le président, plusieurs fois, a prononcé des discours positif, il faut le reconnaître. Il a promis beaucoup de belles choses. Hein. Il a promis qu'il allait restaurer l'efficacité, l'indépendance du système judiciaire. Il a promis de mettre fin aux abus, à la corruption. Mais la situation n'a pas changé. Alors, ce n'est pas seulement le président, bien sûr. Il y a le gouvernement autour de lui, il y a la ministre de la Justice. Qu'est-ce qu'elle a fait à son niveau? Rien, à ma connaissance, pour mettre fin aux problèmes que nous venons de décrire. Au contraire, ces autorités ont même justifié ces violations flagrantes de la loi. Donc, le problème, c'est que la volonté politique n'est pas là. Ou peut-être qu'ils vont faire quelques petits changements superficiels. Hein. Peut-être qu'ils vont faire arrêter, à titre d'exemple, ou peut-être des boucs émissaires, hein, un ou deux juges soi-disant corrompus, voilà, pour donner l'impression qu'ils sont en train de faire quelque chose. Ce n'est pas suffisant. Il faut des réformes vraiment profondes et systématiques pour permettre à la justice de travailler de manière indépendante. Donc, c'est une question de volonté. C'est une question de détermination aussi, parce que même si le président souhaite faire ces réformes, autour de lui, il y a des personnes qui risquent de bloquer. Et ça, on l'a déjà vu depuis qu'il est président. Donc, il faut quand même que lui et ses alliés restent fermes et restent aussi fidèles à leurs propres promesses. Madame Karina Tesekian, vous avez été cofondatrice de l'initiative des droits humains sur le Burundi. À ce chapitre, en tant qu'experte, quel commentaire faites-vous de la situation des activistes en exil et des défis que vous avez relevés? La situation des activistes burundais en exil est compliquée. Hein, et la situation des activistes burundais en général, c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup. J'ai connu le Burundi bien avant 2015, à une époque où les activistes pouvaient travailler normalement, ouvertement, pouvaient faire des choses qui sont inconcevables aujourd'hui, organiser des manifestations, faire des conférences de presse, dénoncer des violations. Tout cela est devenu impossible. Et donc, de nombreux activistes aujourd'hui se trouvent en exil. Certains depuis 2015-2016. Et quand je dis défenseurs, j'inclus là-dedans des journalistes également. Donc maintenant, ça fait plusieurs années qu'ils sont en exil. C'est une situation très difficile pour eux. La vie d'un réfugié est difficile pour n'importe qui.
Donc, même s'ils ont une certaine sécurité par rapport à ce qu'ils devraient subir au Burundi, il y a des problèmes de survie, il y a des problèmes d'intégration, il y a toutes sortes de problèmes. Bon, en même temps, ce que j'admire chez certains activistes, c'est qu'ils ont la volonté de continuer leur activisme, même à partir de l'exil. Donc, il y a plusieurs associations des droits humains burundaises qui continuent, par exemple, de rassembler des informations, de publier des rapports. Il y a les journalistes dont les radios avaient été suspendues ou radiées par le gouvernement burundais, qui ont recommencé à émettre en exil. Donc, ce sont des initiatives extrêmement importantes qu'il faut encourager, mais en même temps, il faut reconnaître qu'avec plusieurs années d'exil, ce n'est pas facile de continuer d'être motivé, de continuer d'être connecté. C'est un défi pour les activistes. Vous parlez des difficultés. Est-ce que vous pensez que ces activistes pourront tenir pendant longtemps et continuer à la défense des droits de l'homme et de la démocratie à partir de l'exil? Certainement, j'y crois. J'y crois, même si ça va demander quand même encore beaucoup d'efforts pour, pour raviver la flamme. Parce qu'après quelques années, ça se comprend que peut-être certains sont un peu moins motivés, ils ont d'autres préoccupations de survie, etc. C'est normal. Mais je pense qu'il y a toujours un dynamisme qui est là, il y a une certaine énergie. Peut-être qu'il faut aussi réfléchir à de nouvelles stratégies pour s'adapter un peu à cette situation et aussi pour s'adapter à la situation au Burundi qui évolue quand même un peu, même si au fond, ça n'a pas énormément changé. Il y a peut-être de nouveaux personnages dans le gouvernement. Il faut toujours s'adapter. Dans le travail pour les droits de l'homme, on ne peut pas rester figé. On ne peut pas toujours utiliser les mêmes techniques. Il faut être créatif. Il faut penser à de nouvelles idées. Donc, moi, je pense que la société civile burundaise en exil comprend plusieurs personnes qui sont créatives, qui sont dynamiques. Je voudrais les encourager à continuer dans cette voie, à ne pas abandonner, mais de réfléchir toujours à de nouvelles idées sur comment être pertinent, comment être efficace, par exemple dans la publication des informations, mais aussi dans le travail de campagne et de plaidoyer. Madame Karina, nous sommes à la veille des élections de 2025. Quel regard faites-vous du verrouillage de l'espace civique au Burundi et quelles sont ses conséquences sur la société civile au Burundi? Malheureusement, le système reste verrouillé au Burundi, on ne peut pas le dire autrement. La société civile indépendante, surtout concernant les questions des droits civils et politiques, aujourd'hui ne peut pas fonctionner normalement au Burundi, ne peut même pas fonctionner du tout. Je pense qu'il faut dire les choses comme elles le sont. Alors bien sûr, il y a certains défenseurs qui n'ont pas quitté le pays, il y a certains journalistes qui n'ont pas quitté le pays, qui restent là, qui font ce qu'ils peuvent, mais dans un contexte extrêmement répressif, avec des menaces constantes. Et donc, ceux qui continuent de travailler le font de manière clandestine et je dirais, entre guillemets, invisible. Travailler ouvertement pour la défense des droits civils ou politiques au Burundi, c'est devenu presque impossible. C'est vraiment regrettable. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que ceux qui sont en exil ont un rôle encore plus important, puisque leurs confrères, leurs collègues au Burundi ne peuvent pas s'exprimer. Mais je pense que ce verrouillage, en fait, va au-delà de la société civile et affecte toute la société burundaise, même ceux qui ne sont pas des activistes en tant que tels. C'est frappant, quand, même dans notre travail, quand nous parlions avec des Burundais, les gens ont peur, les gens ont tellement peur qu'ils n'osent pas critiquer, même doucement parfois, même dans des entretiens confidentiels. C'est parfois très difficile de persuader des témoins ou d'autres personnes de s'exprimer parce qu'ils ont tellement peur des représailles. Donc là, justement, une période où les élections approchent,
c'est un climat qui n'est pas du tout favorable à la tenue d'élections libres, transparentes, c'est évident. Quelles sont les actions entreprises par les autorités pour restreindre l'activisme et la participation civique et quel impact cela a-t-il sur la vie quotidienne des citoyens? Oui, justement, donc je pense que le problème le plus constant, le plus grave, c'est ce climat de menace, ce climat de violence qui existe. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau au Burundi, qui existait même avant 2015, mais les gens osaient quand même s'exprimer. Et en 2015, avec tous les événements qu'on connaît, je ne vais pas revenir dessus, mais là, on a vu que c'est devenu carrément impossible d'exprimer des opinions différentes. Et depuis ce temps-là, même si peut-être dans certaines provinces, dans certains aspects, la situation s'est un tout petit peu détendue, la peur est restée là. Et c'est cette peur qui paralyse la société, qui paralyse les gens à titre individuel, mais également à titre collectif, et qui fait qu'à part quelques exceptions, les gens n'osent pas s'exprimer. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, qu'est-ce que le gouvernement fait? Il y a bien sûr des lois qui existent pour réprimer la presse, la société civile, les partis politiques, mais pour moi, les lois dans ce cadre, ce n'est peut-être pas l'outil qui est utilisé le plus souvent par les autorités. Ce sont plutôt ces menaces d'arrestation ou pire, hein, et les gens disent sans cesse qu'ils ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils ont peur d'être arrêtés, ils ont peur d'être tués, ils ont peur de perdre leur travail. Et bon, il y a toute une série de choses qui font que malheureusement, la liberté d'expression n'existe plus au Burundi actuellement. Madame Karina, vous parlez de la peur qui paralyse la société et vous regrettez la situation actuelle au Burundi. Comment envisagez-vous l'avenir de la démocratie et des droits de l'homme au Burundi, justement? Bon, il faut toujours garder un peu d'espoir, hein. Je me souviens à l'époque, quand je commençais juste de travailler sur le Burundi, il y a longtemps, hein, j'avais rencontré un ministre burundais, je ne vais pas le nommer, et on discutait de beaucoup de préoccupations, et il m'a dit à la fin, Madame, restez optimiste. Et j'avais envie de le croire, et même aujourd'hui, donc plusieurs années plus tard, j'ai toujours envie de le croire. Donc, même si la situation actuelle reste très préoccupante, je garde quand même cet espoir qu'il y a des gens qui veulent changer les choses, qui peuvent changer les choses si certaines autorités sont prêtes à démontrer un tout petit peu de volonté politique. Et là, je pense aussi que la communauté internationale peut jouer un rôle. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais je pense que quand on regarde l'avenir, c'est vraiment un aspect important. Quand je dis la communauté internationale, je parle pas seulement des Occidentaux, mais également d'autres gouvernements africains, les instances internationales régionales, qui devraient faire pression sur le gouvernement burundais pour respecter les droits fondamentaux, permettre l'organisation d'élections transparente, libre, crédible, et ne pas fermer les yeux sur ce qui se passe. Et nous avons d'ailleurs vu dans le passé, c'est un exemple positif, où par exemple quand l'Union européenne s'est exprimée sur certains cas, ou les Américains ou d'autres gouvernements, il y a eu par exemple des libérations de prisonniers politiques. C'est grâce aux pressions internationales par exemple que les défenseurs Germain Rukuki, Nestor Nibitanga, Tony Kina ont été libérés. Donc, ces pressions doivent continuer. Parfois, je m'inquiète que certains gouvernements ont un peu laissé tomber le Burundi. Je profite de cette occasion pour les encourager à continuer de s'y intéresser et surtout de faire pression auprès du gouvernement burundais pour cesser ces violations.
En parlant justement des pressions, qui sont des actions qui peuvent être prises au niveau international ou national pour favoriser un environnement plus ouvert et respectueux des libertés civiles. Alors, au niveau international, comme je l'ai dit, il y a eu ces pressions dans les années récentes qui se sont montrées efficaces. Ces pressions peuvent prendre différentes formes. Je pense que le gouvernement burundais est assez susceptible aux pressions publiques. Donc, par exemple, si un ambassadeur s'exprime publiquement pour demander la libération, par exemple, de la journaliste Floriane Irangabillé, ça pourrait vraiment avoir un impact, à mon avis. Ou bien si l'Union européenne sortait un petit communiqué pour exiger la libération de Floriane. Mais il y a aussi les discussions privées, discussions directes, parce que les ambassadeurs au Burundi parlent avec le président Ndayishimiye, rencontrent les ministres, rencontrent les différentes personnes qui ont le pouvoir de changer les choses. Ce qui est important, c'est de continuer chaque fois à soulever ces questions. Il y a un cadre de dialogue d'ailleurs qui existe entre l'Union européenne et le gouvernement du Burundi. Et dans ce dialogue, les questions des droits humains sont souvent évoquées, mais peut-être pas suffisamment vigoureusement. Au niveau national, je pense que là, le président en particulier doit vraiment faire preuve de plus d'engagement. Il a quand même démontré, dans un contexte politique, quand l'ancien Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni a été arrêté, le président avait montré à ce moment-là qu'il était capable d'affronter ses opposants internes, peut-être pas pour des raisons liées aux droits de l'homme, malheureusement, mais quand même, il a fait ce qu'il voulait faire. Alors, ça montre que ce n'est peut-être pas quelqu'un d'aussi faible que certains le disaient. Donc, maintenant, il devrait faire preuve de la même détermination, de la même volonté pour mettre en pratique les réformes qu'il a lui-même promises. Donc, ce ne sont pas des réformes qui sont imposées de l'extérieur, non. Le président lui-même a dit qu'il allait respecter la liberté d'expression, l'indépendance de la justice. Bon, qu'il le fasse. Et en le faisant, d'ailleurs, ça améliorerait énormément son image, à la fois au niveau national et au niveau international. Et pourquoi, selon vous, le président n'honore pas sa promesse? Oui, bon, c'est la question que beaucoup se posent. À mon avis, l'une des explications, c'est que au sein du CNDD-FDD, donc dans son entourage même, il y a plusieurs tendances. Et il y a une tendance qu'on peut appeler l'aile dure du CNDD-FDD, qui oppose absolument à toutes ces réformes et qui ne veut pas entendre parler de questions des droits humains, liberté d'expression, ils n'en ont rien à faire. Et encore moins d'une justice indépendante, parce qu'ils savent très bien qu'eux-mêmes seraient visés par cette justice indépendante. Donc, le président est un peu coincé entre les deux. Peut-être, bon, je ne sais pas, je devine, peut-être qu'il a peur que s'il va trop loin, il pourrait s'attirer des ennuis de la part des partisans de cette aile dure. Donc, il essaye de garder un certain équilibre pour lui-même rester au pouvoir. Donc, voilà, c'est un calcul politique pour lui, je pense. Mais s'il y a suffisamment de pression et de pression constante, notamment de la part de bailleurs, je pense que ça pourrait l'encourager sur la bonne voie. Parce que les bailleurs restent très importants au Burundi. La situation économique au Burundi, comme vous le savez, est catastrophique actuellement. Le Burundi est un pays qui a vraiment besoin de soutien financier externe, international. Donc, le gouvernement a intérêt à faire plaisir, entre guillemets, aux bailleurs. Tout à l'heure, Madame Karina, vous avez parlé de la pression internationale qui jouerait un rôle, mais il y a ceux qui parlent de l'inaction de la communauté internationale jusqu'à dire que le Burundi est une crise oubliée. Est-ce que vous êtes de cet avis? Un petit peu, malheureusement, oui. C'est vrai et c'est triste.
quand on voit même dans la région des Grands Lacs, au niveau international, le Burundi, on en parle, bon, j'allais dire presque jamais, disons rarement. C'est surtout la République démocratique du Congo qui attire l'attention internationale, et quelque part ça se comprend, parce que les conflits armés là-bas, le niveau de violence est vraiment très très élevé, extrême, et c'est un pays immense avec beaucoup de conséquences pour la région. Mais par conséquent, le Burundi, un petit pays oublié, négligé, c'est vrai. Bon, en 2015, on a vu quand même, quand la crise a explosé au Burundi, il y a eu une mobilisation internationale, c'est vrai. Mais depuis, de moins en moins. Et c'est quelque chose que nous regrettons beaucoup. D'abord pour les Burundais eux-mêmes, mais aussi pour la région, bien sûr, parce que les liens régionaux sont très, très importants. Alors, en même temps, il reste quand même plusieurs pays qui ont des ambassades au Burundi, qui s'intéressent au Burundi, plusieurs pays européens, l'Union européenne elle-même, les États-Unis, l'Union africaine. Donc, il y a quand même des acteurs internationaux qui devraient prendre cette situation au sérieux et s'engager un peu plus qu'ils ne le font actuellement pour essayer de faire avancer les choses. Un dernier mot aux autorités, aux opposants et aux activistes de la société civile. Bon, commençons par les autorités, puisque ce sont les autorités qui ont le pouvoir de faire changer les choses. Là, le message est très simple. Le gouvernement burundais, le président, ils disent toujours que c'est un pays, que le Burundi est un pays où les droits sont respectés, c'est un état de droit, etc. Alors, vous n'avez qu'à mettre en pratique vos promesses, vos engagements. La population burundaise mérite mieux. Vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Le président dit toujours qu'il a le bien-être de la population burundaise à cœur, alors qu'il fasse ce qu'il doit faire. Les opposants politiques burundais, bon, malheureusement, leur situation est très difficile en ce moment, une situation très faible. Même le parti le plus important, le parti d'opposition le plus important, le CNL, est quasiment incapable de faire grand-chose actuellement. Les autres partis qui existaient, bon, ils existent toujours en principe, mais ils peuvent faire très peu de choses. Donc, je pense que dans cette situation, ce n'est pas vraiment mon rôle de les conseiller parce qu'ils sont dans une situation où ils peuvent presque rien faire. Par contre, quand on parle des opposants armés, et là on n'en a pas tellement parlé, mais là, si je peux aussi me permettre de faire passer un message, à mon avis, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la lutte armée qui va amener la paix au Burundi. Surtout les attaques, on en a vu plusieurs ces dernières années, où des groupes armés d'opposition, notamment basés en RDC, ont tué ou pris en otage des civils burundais, ainsi que des policiers ou des militaires. Là, je condamne vraiment ces attaques sans réserve, et je voudrais dire simplement que ce n'est pas la voie de la démocratie, de la paix. Pour la société civile, là, je voudrais vraiment les encourager, vous encourager, malgré les défis qui restent, de très grands défis. Mais la société civile, les défenseurs ont fait preuve quand même de beaucoup de courage. Et je voudrais simplement vous dire, ne vous découragez pas. Il doit y avoir un meilleur avenir pour le Burundi, et la société civile joue un rôle primordial dans cette évolution. Donc, le travail pour les droits humains, c'est toujours un travail à long terme. Hein. On ne s'attend pas à des résultats du jour au lendemain, mais avec patience, avec persévérance, la voie est là et il ne faut surtout pas baisser les bras.
Merci beaucoup pour vos réponses et pour avoir accepté l'invitation du magazine Agahaze. Merci à vous, c'est un plaisir et merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Agahaze abarundi barayamaze batigara hara mu Ruganda ntibacura. kuva Burundi bwikukira intwaro zagiye zirakurakuranwa ariko indyane muri politike ibibazo by'ubutunzi n'iterambere intwaro ibereye ubutungane n'umutekano bisa n'ivyabaye akayobera abahinga. hahaze iki kugira ivyo bibazo bivuga uti umuti nyakuri? Agahaze n'akagishiramwe fokoderi zoza riraha abarundi kugira bashikirize ibyo bagona berekana aho babona agahaze kugira ubundi bwogorore. Agahaze nuhemukire sokuruza bati cyumugiwe muri fokode ahari mboneza z'Uburundi ahari mboneza